on peut comprendre une chose, c'est que l'opposition, d'une manière générale, n'a pas été à la hauteur d'un certain nombre de préoccupations d'une partie du public israélien. Et donc, ayant perdu les élections autour de ces sujets, je crois que maintenant, on fait feu de tout bois pour crier que c'est la fin de la démocratie israélienne, ce que je ne crois pas. Nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Yochanan Manor et on a bien besoin de votre éclairage pour mieux comprendre un peu pourquoi, eh bien, à la veille de la formation de ce 6e gouvernement de Binyamin Netanyahou, eh bien, les mots qui ressortent d'une partie importante de la population israélienne, le centre, la gauche, sont des mots, on va dire, de catastrophe, de catastrophe sans précédent pour l'État d'Israël, de chaos, de fin de la démocratie. Qu'est-ce qu'il y a dans ce gouvernement qui inquiète tellement, qui provoque une telle hantise, une telle psychose dans les cercles de la gauche et du centre israélien? D'abord, pour répondre à votre question, il faut savoir de quoi il s'agit. Et il faut comprendre que les accords de coalition qui ont été négociés et conclus avec les membres de la coalition gouvernementale qui vont être présentés demain, ce gouvernement qui va être présenté demain, ces accords de coalition, personne ne les a lus, sauf ceux qui les ont écrits, bien sûr, mais il y a des fuites. Ces accords, on pourra les lire demain, juste un petit peu avant la présentation du gouvernement. Donc, on vit des fuites. Et les fuites, j'en ai relevé 7, donnent une idée de ce qu'il y a dans ces accords et qui, évidemment, peuvent inquiéter, inquiètent un peu, inquiètent beaucoup, inquiètent énormément. Excusez-moi. Et j'en ai donc relevé 7 sujets, 7 réformes, 7 lois nouvelles qui ont été admises, qui font partie de ces accords de coalition. Alors, la première concerne la rémunération des élèves des yeshivot. Et cette rémunération devra être égale à celle des soldats. Voilà, par exemple, une fuite. La seconde, c'est que, par exemple, le grand rabbin de Tzahal sera plus dépendant du grand rabbinat que du chef d'état-major. La troisième, c'est que la loi sur le service militaire exemptera les juifs orthodoxes sans qu'il y ait de précision sur la manière dont cela va se faire. La quatrième concerne la modification de la loi fondamentale. Vous êtes une personnalité très sollicitée, oui. Yochanan. La quatrième concerne la modification de la loi fondamentale liberté d'entreprendre, de façon à ce qu'on ne puisse plus à l'avenir sanctionner une entreprise qui refusera de fournir des produits ou des services pour des motifs de croyance religieuse. La cinquième réduit la possibilité de traduire en justice des soldats ayant mal agi ou surréagi contre des assaillants. Rappelez-vous le cas d'Azaria. Le sixième concerne la réduction des prérogatives de l'armée dans les territoires et le transfert de ces prérogatives à un ministre dans le cadre du ministère de la Défense. Et le septième que j'ai relevé, c'est l'élargissement des pouvoirs du ministre de la Sécurité intérieure nationale qui lui permettra, entre autres, d'intervenir dans des prérogatives qui jusque-là étaient réservées au chef de la police, par exemple, en ce qui concerne l'allocation des forces de police de la police des frontières, conformément à la politique que lui, il préconise. Okay. Voilà, alors, si vous voulez, pour parler du concret, c'est de cela qu'il s'agit, peut-être d'autre chose, parce que quand les accords vont être de coalition vont être publiés demain, et qu'on on va les lire, on va s'apercevoir peut-être d'autres sujets, mais c'est les sujets dont il parle. Ceci peut inquiéter, parce qu'il y a des sujets, je verrai 3 sujets d'inquiétude, mais il y en a peut-être d'autres. Le premier, c'est que l'armée n'a pas été consultée sur ces modifications et il risque d'y avoir, dans ce changement de prérogative, il y a un risque de confusion
notamment dans la chaîne de commandement, voire de chaos, à savoir qu'il y ait deux chefs qui donnent des instructions dans les territoires. Le deuxième sujet d'inquiétude, c'est que ça risque d'ouvrir la voie au tribunal pénal international pour sanctionner, puisqu'Israël ne sanctionne plus ses soldats défaillants, eh bien le tribunal pénal international pourra le faire plus facilement, parce que tant qu'Israël le faisait plus ou moins bien, eh bien le tribunal pénal international ne pouvait pas le faire. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une porte ouverte maintenant à la discrimination contre les homosexuels, les arabes, les femmes et bien d'autres, puisque maintenant, pour des raisons religieuses, on peut ne pas fournir de services ou de produits. Voilà, grosso modo, les sujets dont on parle, les sujets d'inquiétude et les préoccupations. Alors, je pense que tout n'est pas infondé, mais il y a eu beaucoup d'exagération et surtout, il y a peut-être d'autres sujets pas moins importants qui figurent dans ces accords de coalition, dont on ne sait pas. Donc, je pense qu'il faut prendre le temps, 24 heures, 48 heures, une semaine, pour voir comment les choses vont se développer et pour savoir si ces inquiétudes sont vraiment justifiées. On peut comprendre une chose, c'est que l'opposition, d'une manière générale, n'a pas été à la hauteur d'un certain nombre de préoccupations d'une partie du public israélien. Et donc, ayant perdu les élections autour de ces sujets, je crois que maintenant, on fait feu de tout bois pour crier que c'est la fin de la démocratie israélienne, ce que je ne crois pas. Alors, justement, vous êtes suffisamment expérimenté en matière de vie politique israélienne pour savoir que les accords de coalition, ce sont des accords qui souvent sont sur le papier, mais qui très souvent ne se concrétisent pas, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'avant que l'on puisse mettre en place une législation qui, par exemple, pourrait modifier certaines prérogatives, etc., tout cela prend du temps, que souvent les accords ne sont pas respectés, certaines des clauses qui sont problématiques sont mises au placard. Pourquoi finalement ça ne serait pas le cas cette fois-ci aussi? Bon, alors, je pense que vous avez raison, mais j'irai même plus loin que vous. C'est vrai que tout ce qui est dans les accords, je dirais que jamais tout ce qui est dans les accords n'a été mis en œuvre. Oui. Ça, c'était une étude de ces accords de coalition montre que, en général, il y a moins de la moitié, si c'est pas un quart, des choses qui sont vraiment bien en œuvre. Mais ça, ce qui est intéressant, pourquoi je dis que je vais plus loin que vous, c'est parce que il y a même des lois qui sont votées, qui sont inapplicables. Je vous donne un exemple très célèbre dans l'histoire d'Israël. C'est ce qu'on appelle la loi Kanovitch. Vous vous souvenez de cette loi? Pas vraiment. C'est une loi qui date de 1963 oui. Et qui interdisait aux voitures de polluer. Oui. Eh bien, cette loi était inapplicable. Donc, ce que je veux dire, c'est que non seulement la majorité ne trouve pas sa forme sous la forme de loi, mais même les lois, souvent des lois ne sont pas applicables. Mais l'inquiétude, ça vient de la tendance. Les différents éléments, et je vous en ai donné que 7, mais quand on va lire les accords de coalition, probablement qu'on va en trouver d'autres, ça donne une indication, une tendance à une droitisation, à une tendance à l'extrême, à une tendance à ce que certaines parties de cette coalition, vraiment, je dirais, vont à l'extrême au point de transformer complètement les règles du jeu démocratique en Israël. En tous les cas, ça va être autre chose. Ça inquiète énormément. Alors, d'un côté, on peut comprendre cette inquiétude. De l'autre côté, peut-être qu'il faut essayer d'autres choses, notamment en ce qui concerne la gestion des territoires. C'est possible que la gestion par l'armée des territoires n'était pas, pas satisfaisante et que ça vaut la peine d'envisager autre chose. Cette formule Donc, peut paradoxale. C'est prudence, vigilance, examen de ce qui va se passer, et ce qui est inadmissible, il ne faut pas l'accepter.
Oui, vous parliez justement de cette clause qui doit permettre justement à Bezalel Smotrich d'avoir le contrôle, on va dire, de l'administration civile des territoires. Ça a toujours été, Yochanan, vous conviendrez avec moi, une sorte de paradoxe que l'on parle d'administration civile et que cette administration civile soit dirigée par des militaires. C'est problématique. Non, vous avez des raisons. Enfin, ce que vous dites n'est pas tout à fait exact. Sur le papier, ça a l'air d'être comme ça. En réalité, les prérogatives n'appartiennent pas à l'armée, mais au ministère de la Défense. Oui. Elles ont toujours été. Sur le terrain, c'est évidemment le commandant qui est en charge de la mise en œuvre. Et souvent, ce sont des militaires. Mais il y a aussi beaucoup de civils. Mais de toute façon, le fait que ça soit l'armée et pas un organisme civil, ça pose problème parce que il y a une manière d'appliquer les choses qui est plus facile pour l'armée et qui est plus exigeante pour les civils, ou disons plus logique pour les civils. Par exemple, tout ce qui concerne les autorisations de construire, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ou tout ce qui concerne la légalisation de points d'appui qui ont été créés de manière sauvage. Tout ça, maintenant, ça va plus être entre les mains du ministère de la Défense d'une manière générale, mais d'un ministre au sein du ministère de la Défense qui justement va être en charge de cela. Alors évidemment, c'est un ministre, le cabinet a plus de pouvoir que le ministre. Mais malgré tout, ça permet une autre gestion des choses qui peut accélérer, je pense, le développement des agglomérations israéliennes dans le secteur C. Vous savez, dans la zone C, la Judée-Samarie, il y a 3 secteurs, d'après les accords d'Oslo. Le secteur C, c'est celui où Israël a tous les pouvoirs, y compris les pouvoirs dans le domaine civil. Donc là, je pense qu'il va y avoir de ce point de vue-là, c'est possible qu'il y ait une accélération. Ça va permettre une accélération du développement des agglomérations juives en Judée-Samarie. Et d'ailleurs, puisque vous connaissez bien le dossier, cela devrait contrer d'une certaine manière une implication de plus en plus grandissante, on va dire grandissante de l'Union européenne, qui essaye de contrer justement un tel développement et qui essaye de peupler ou de faciliter le peuplement par les Palestiniens de cette zone C, alors que justement, donc, comme vous le disiez, c'est sous contrôle uniquement des Israéliens. Vous avez tout à fait raison. Une partie notable du financement de l'Union européenne va à des amoutot, à des associations qui sont derrière ce qu'on appelle des constructions sauvages. Et l'armée a beaucoup de difficultés à s'opposer à cela. Par contre, ça lui est beaucoup plus facile de s'opposer à des constructions sauvages du côté de la population israélienne, juive israélienne. Donc, vous avez tout à fait raison, vous mettez le doigt sur un problème majeur. Sur un problème majeur et sur un problème dans lequel nous avons eu des problèmes avec l'Union européenne et nous aurons des problèmes, mais ce n'est pas évident que ça soit le plus dramatique. Ce n'est pas évident. Je pense que le plus dramatique se préoccupe ça, peut-être que ça va clarifier les choses. Peut-être que bien sûr, ça va faire des frictions supplémentaires, mais ça va clarifier les choses. Par contre, les inquiétudes en ce qui concerne la discrimination, ça va très loin. Et ça porte atteinte au vivre ensemble qu'on a péniblement réussi à créer dans ce pays entre ces différentes composantes. Et elles sont très nombreuses. Et c'est important, le fait d'accepter l'autre et de le respecter. Et je pense que ça, c'est ce qui est le plus grand sujet d'inquiétude. Et je pense que, de ce point de vue-là, Netanyahou profitera de cela pour se débarrasser de ces facteurs encombrants, de ces membres de la coalition encombrants, qu'il a été obligé d'accepter pour des raisons que vous connaissez de personnel. Il a absolument besoin de se faire réélire. Mais à un moment ou à un autre, il s'en débarrassera pour une autre coalition.
Alors justement, Yohanan, je voulais, ce sera ma dernière question, essayer d'avoir votre perspective justement par rapport à, vous commencez d'ailleurs, vous avez déjà commencé à répondre à cette question à l'instant, par rapport au gouvernement de Binyamin Netanyahou. Est-ce que vous avez vous aussi le sentiment que Binyamin Netanyahou, dans son 6e gouvernement, eh bien, va se préoccuper beaucoup plus des affaires internationales, par exemple d'un rapprochement avec l'Arabie Saoudite ou avec d'autres pays arabes, que d'affaires intérieures? Vraiment, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'il essaiera de laisser sa trace, d'approfondir sa trace. Et donc, je pense qu'il saisira toutes les occasions dans ce sens. Et il y a une situation paradoxale et qui est très intéressante, qui ne concerne pas seulement le développement des relations avec les pays arabes qui ont été ouverts par les accords d'Abraham, mais qui concerne 2 sujets complètement différents. D'abord, un sujet que lui a mis toujours en première place, qui est la menace iranienne sur le plan nucléaire. Je pense que de ce côté-là, et le fait qu'il est nommé à la tête du Conseil national de sécurité, est quelqu'un qui, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, a parlé d'une action militaire contre l'Iran. Tzachi Hanegbi. Absolument. Ça, c'est de notoriété publique. Bon, je ne vous parle pas de ce qui se dit derrière dans les couloirs ou bien dans les... Bon, il y a un deuxième sujet qui est très intéressant, c'est la possibilité d'une véritable négociation entre l'Ukraine et la Russie. Parce que Netanyahou et son prédécesseur d'ailleurs ont veillé à, tout en se rangeant du côté des démocraties pour condamner cette invasion de l'Ukraine, ne pas trop s'avancer et à garder des liens avec les 2 côtés. Et ça, c'est unique. C'est quasiment unique. Même les États-Unis ne sont pas dans cette position-là. Ah oui, sûrement pas. Ouais. Voilà. Donc, c'est possible qu'aussi de ce côté-là, il y ait quelques initiatives. Eh bien, Yohanan Manor, docteur Yohanan Manor, merci beaucoup de nous avoir éclairé, de nous avoir donné votre appréciation justement de ce gouvernement qui doit être formé demain, qui doit prêter serment demain, s'il n'y a pas de retard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et à bientôt. À bientôt. Shalom.